Et je dis à chaque fois que je vais en Chine, aux jeunes étudiants chinois, aux jeunes artistes chinois, conservez ce trésor extraordinaire qui est la formation des jeunes générations. Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau numéro de l'émission Les Mandarins de l'économie et de la culture sur Mandarin TV. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Rémi Aron qui est là et que le monde sinophile parisien connaît bien dans l'art contemporain. On va aussi un peu parler de l'art moderne. Et je voudrais d'abord présenter rapidement, mais c'est très long, Rémi Aron, qui a fait déjà plein de choses, puisqu'il est artiste peintre, chevalier des arts et lettres, président de l'Association française des arts plastiques, président de la Maison des artistes, et aussi, côté Chine, membre chercheur de l'Académie nationale de peinture en Chine. Ça fait beaucoup de choses. Rémi, je crois que tu as fait beaucoup d'expositions en Chine. Tu as aussi beaucoup exposé de Chinois en France. Comment devient-on Rémi Aron ? Alors écoute, merci d'abord Michel de m'avoir invité à cette émission sur Mandarin TV, qui est une chaîne de télévision amie que j'aime beaucoup, et donc de participer à cette émission. Comment devient-on Rémi Aron ? Je suis peintre depuis, je pourrais dire toujours, depuis mon adolescence. J'ai eu envie de faire de la peinture, j'ai fait de la peinture, et pour trouver la relation avec la Chine, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années à peu près, je suis allé la première fois en Chine et j'ai découvert ce pays, j'ai découvert les artistes. C'était à l'occasion d'une biennale, de la grande biennale de Pékin, organisée par l'Association des artistes chinois. Et j'ai eu un coup de foudre qui ne s'est, je peux dire, jamais démenti depuis lors. Mes relations avec les artistes chinois sont amicale, professionnelle, et c'est à chaque fois un renouvellement de richesses et de relations. On va pouvoir s'expliquer à ce sujet. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Paris, on sort de l'époque des grandes foires, là, donc Art Capital notamment, bientôt Art Paris. On voit maintenant beaucoup de jeunes artistes chinois qui s'exposent, qui exposent et qui s'exposent personnellement à la critique et aux clients parisiens. Or, on a un peu l'impression de ne pas forcément les connaître. J'ai l'impression que ces artistes chinois ont besoin d'informations, d'un coup de pouce. Et est-ce que c'était un peu là le sens de ta première action, c'est de faire connaître cet art chinois ? Non, mais c'est absolument très important, parce qu'il faut d'abord comprendre que quand on arrive en Chine, on découvre quelque chose d'abord d'extraordinaire, c'est que la peinture en Chine, c'est le véhicule majeur des domaines intellectuels, des domaines de la pensée, et je pourrais presque dire des domaines spirituels. C'est-à-dire que la peinture, c'est quelque chose de fondamental pour toute la civilisation chinoise. Donc, la Chine, c'est d'abord un grand pays de peintres. Et donc, quand on découvre cet état de fait, cette réalité spirituelle de cette relation à la peinture, et on parlera après de cette relation au maître et à la nature, eh bien, quand on est peintre et qu'on a passé plus de la moitié de sa vie en France à travailler autour de la peinture, à faire de la peinture, à découvrir ce pays, on est tout de suite sous le charme, parce qu'on est porté à n'importe quelle table de restaurant comme à une place centrale, parce qu'on est peintre, parce que les peintres sont tous respectés en Chine et aimés. C'est formidable, c'est pas le cas dans notre pays, je crois, en France. Alors, tu parles de civilisation, il faut parler de la civilisation chinoise qui a vécu quelques grands virages au siècle dernier, hein, la fin de l'empereur de l'Empire mandchou 2012, la révolution culturelle en 69, et donc ça a été des grands bouleversements sur l'art, et on s'était demandé si l'art contemporain, qui est devenu l'art moderne maintenant, chinois, récent,
enfin c'était pour les Chinois et ça reste en Chine, ou ça concerne le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un message finalement des jeunes artistes, des artistes contemporains chinois vers le monde? Ils veulent participer au travail collectif planétaire, ou est-ce qu'il reste d'abord des Chinois dans leur art et que ça concerne surtout la population chinoise qui peut être à la fois sur le pays, hein, dans le pays, et aussi à l'extérieur, car il y a une grande diaspora chinoise. Et je voudrais rappeler que nous avons accueilli dans notre pays quelques grands noms, et qui sont les grandes stars comme Zhao Wuqi. Récemment, il y a une expo de Tang là, au musée Guimet, Chu Shechun, enfin quelques grands noms. Mais Zhao Wuqi était membre de l'Académie française, donc c'était un Chinois de Paris, quelque part. Zhao Wuqi était membre de l'Académie des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, exactement. Oui. Mais bien sûr, le monde chinois, l'espace chinois, qui est l'espace d'Extrême-Orient, parce que la culture de l'Extrême-Orient, c'est une culture chinoise, il faut se rappeler que en 1820, la Chine était le pays le plus riche au monde. Hein, donc, ils n'ont pas subi la grande rupture qui a été la guerre de 14, hein, la Première Guerre mondiale, qui a été, à mon avis, la grande rupture de la civilisation occidentale. Ils n'ont pas directement subi les relations avec les États-Unis, c'est-à-dire que ce qui s'est passé autour de Marcel Duchamp, du rôle de l'art dans la société, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais tout ça, la Chine n'a pas directement vécu. Et quand je suis arrivé en Chine, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi, j'ai visité de nombreuses écoles d'art, j'ai fait des masterclass à Canton et dans d'autres villes, j'ai organisé des séjours d'artistes français en Chine pour aller peindre d'après le paysage. Voilà. Et donc, les Chinois continuent dans leur enseignement, et c'est ce qui me semble la chose la plus cruciale, je dirais, à notre époque, de la globalisation du monde et de la globalisation des échanges. Les Chinois ont conservé dans leurs enseignements, aussi bien dans les écoles des beaux-arts que dans toutes les autres écoles qui sont en train de se mettre en place et qui sont en Chine, parce que les Chinois tiennent par-dessus tout à l'éducation artistique de leurs enfants, et on le voit régulièrement. Je participe avec l'Alliance française à un concours national en Chine, et je vois bien que les parents chinois, les jeunes parents chinois, sont très attentifs à l'éducation de leurs enfants. Donc je disais que dans toutes les écoles d'art, et j'ai visité encore il y a quelques mois la grande école des beaux-arts de Hangzhou, l'enseignement artistique conserve, aussi bien pour la peinture chinoise que pour la peinture occidentale, je pourrais dire, des schémas totalement classiques d'apprentissage. C'est-à-dire que tous les artistes chinois sont très bien formés, c'est-à-dire qu'ils sont initiés au regard sur la nature et au regard sur les maîtres. Ce qui fait qu'il y a un peuple, je pourrais dire un peuple des artistes chinois, qui est très bien formé et qui a un regard sur la plastique, un regard sur l'esthétique, un regard sur les choses et un regard sur la nature. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, et je pense, c'est une des raisons qui me font penser que la Chine est essentielle à ce moment historique culturel du monde entier, parce qu'elle conserve d'une certaine façon, mais pas dans un sens passéiste ni académique, mais elle conserve des formations, des initiations aux arts qui sont totalement naturelles et simples. C'est-à-dire que les peintres dessinent d'après nature, ils dessinent d'après le modèle vivant, ils vont faire des stages dans la nature, parce que la nature en Chine est magnifique, comme tu le sais. Il y a des territoires vierges de nature qui sont conservés, qui sont superbes, et donc ils aiment la nature, les Chinois. C'est dans la base de leur philosophie. Ils aiment la nature. Et donc les peintres continuent à peindre d'après nature, et ils dessinent d'après nature. Et les enseignements du dessin sont à un point qu'on ne connaît plus ici. Et ça, c'est une des choses qui me semble, pour l'avenir, absolument fondamentale. Et je dis à chaque fois que je vais en Chine, aux jeunes étudiants chinois, aux jeunes artistes chinois, conservez ce trésor extraordinaire qui est la formation des jeunes générations. Parce que avec cette formation des jeunes générations,
on aura des artistes qui ont un regard sur la plastique des choses, qui n'abordent pas les choses simplement par une relation photographique. Parce que ce qui va nous gêner, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est qu'on parle du résultat, on ne parle pas de la pratique. Et les Chinois conservent, aussi bien pour la peinture chinoise que pour l'art occidental, ou la peinture à l'huile, puisqu'on appelle ça la peinture à l'huile, des pratiques du dessin, des pratiques de la peinture, et ça, c'est à mon avis absolument fondamental. Alors dans ces pratiques, est-ce qu'elles sont vraiment chinoises? Par exemple, le pinceau, je dirais l'écriture chinoise est en soi déjà un calligramme chinois est une œuvre d'art. Je suis incapable de le lire, mais je le regarde. Et l'encre de Chine fait-elle partie de cette éducation que nous, on n'a pas du tout en Occident? Alors tout à fait. Et ça, c'est une question que l'on m'a souvent posée. Je ne suis pas un intellectuel, hein, je suis un peintre, donc je ne fais que remarquer des choses qui m'arrivent. Et donc, on m'a souvent posé quelle était la différence entre la peinture occidentale et la peinture chinoise. C'est sûr que la relation au signe qui vient ponctuer l'espace plastique du tableau n'a pas la même origine de nature, si on peut dire, entre la peinture chinoise et la peinture occidentale. La peinture chinoise, et j'oserais dire, même si je ne suis pas un spécialiste, quelque part une mystique. Une mystique puisque elle provient d'une certaine façon de la calligraphie. Comme tu le sais très bien, la Chine est un pays de l'écrit. On écrit, mais on écrit, on dessine et on peint, parce que c'est la même nature des choses. Les plus de 55 langues chinoises en Chine s'écrivent toutes de la même façon. C'est comme si toutes les langues européennes avaient la même écriture. Hein. Ce serait une bonne nouvelle. Ça, c'est très important. Ouais. Donc, la calligraphie chinoise et la peinture chinoise procèdent, c'est certain, du signe. Et vient du signe, même si elle met en marche la nuance, bien entendu, l'espace et la lumière, parce que c'est bien entendu imbriqué dans la peinture chinoise aussi. Hein. Mais le peintre chinois, et j'ose le dire, même si je ne suis pas un spécialiste, à mon impression, c'est qu'il peint dans une relation au temps. C'est-à-dire que dans sa peinture, il est le réceptacle de toutes les forces de l'univers, et quand il peint avec son pinceau, il laisse une trace de ce moment extraordinaire où il est dans l'unité de l'instant. Donc comme si, je pourrais dire comme si l'éternité était dans l'instant. Et la peinture qui subsiste, c'est une trace de cette période, de ce moment-là. Et d'ailleurs, la peinture chinoise, généralement, n'est pas accrochée au mur. Hein. Elle est roulée, et elle est déroulée de temps en temps quand l'amateur décide de passer un moment avec elle. Et donc on la déroule, on la regarde, et puis quand le plaisir, quand le moment de contemplation est passé, on la roule à nouveau et on la met dans la bibliothèque. Donc ça n'a pas tout à fait le même rôle. Et d'ailleurs, ce signe est soumis d'une certaine façon à ce qui fait la philosophie chinoise, j'oserais dire, le mouvement et l'abstraction de la nature. La peinture chinoise n'a jamais voulu représenter littéralement les choses. Elle a donné l'esprit des rochers, l'esprit de l'eau et l'esprit du mouvement. Et on le voit bien chez Zhu Teixun ou Zhao Wuqi qui ont travaillé dans ce sens une forme d'abstraction par rapport à la nature. Et donc cette peinture chinoise est assez différente parce qu'elle est... D'ailleurs, le peintre chinois se représente généralement tout petit face aux grandes configurations de la nature.
Dans les grandes peintures chinoises, quelquefois, sur un rocher, on voit quelques spectateurs ou quelques personnages qui sont en train de se promener et qui sont devant l'immensité de la nature. Et donc le peintre chinois a une humilité devant l'univers. Ça, c'est très important. La peinture occidentale est autre chose. Elle n'est pas du même espace, je pourrais presque dire du même espace philosophique, puisque nous, depuis le temple de Jérusalem, ou même avant chez les Égyptiens ou les Grecs, on a mis l'homme au centre de l'univers. Et donc, l'espace de la peinture occidentale n'est pas le même. C'est l'espace du construit, du bâti, d'une construction qui n'est pas tout à fait la même, mais que les Chinois ont très bien intégré aussi parce qu'ils sont particulièrement friands de la peinture occidentale. Et ce qui leur manque souvent, c'est tous nos musées. C'est de pouvoir venir au Louvre, venir copier dans les musées, venir s'inspirer, et ça leur manque beaucoup. Et j'ai rencontré de nombreux artistes chinois, parmi les plus grands, qui ont très envie, ils ont vraiment besoin de se confronter et de regarder, de digérer, d'aimer tout simplement la peinture qui est dans nos musées. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Alors je pense que la place de l'homme n'est pas la même pour un Chinois en Chine que pour nous occidentaux. Très souvent, l'objectif de la peinture était un peu culturel, social, voire politique. Il y a toujours eu des mécènes qui ont nourri des artistes, quels que soient les arts, la musique, la peinture, la littérature, etc., et qui permettaient de mettre en avant un personnage et son œuvre. Et quand on visite par exemple le château de Chantilly et qu'on voit les victoires de Monsieur le Prince, c'est une déclaration de guerre, ou le salon des batailles du château de Versailles, ce n'est pas par hasard qu'on a fait ça. Mais au niveau de la nature, je trouve que l'école de Barbizon, par exemple, qui a à un moment donné dit la nature n'est pas qu'un décor, c'est un sujet en tant que tel. Alors évidemment, on représentait des arbres, des vaches, etc. Mais toujours, à la télévision, on dirait sur un plan serré. C'est-à-dire qu'on était sur le personnage vache, le personnage arbre, ou le personnage mouton ou paysan, Jean-François Millet, etc. Alors que là, j'ai l'impression que le rapport au temps du Chinois, écrasé par la nature, il est vrai dans un pays immense, avec une nature incroyable, que l'on découvre maintenant petit à petit, nous occidentaux, il se sent écrasé et il la met en avant. Il n'est pas mal à l'aise avec cette nature et il n'a peut-être pas d'autres messages à faire passer que le message du temps, qui manifestement n'est pas le même chez nous et chez eux. Absolument, il y a des différences, et ces différences de civilisation, qui sont de grandes différences culturelles, elles sont justement riches du dialogue. Et c'est grâce à ces différences, grâce à ces spécificités, je pourrais dire, d'enracinement, qui est l'enracinement européen, parce qu'on peut parler d'Europe plutôt si on parle des arts, on parle de la tradition européenne, méditerranéenne et européenne, et la tradition chinoise, sont deux grandes civilisations, et justement, la richesse de leur dialogue, c'est aussi grâce à leurs différences. Et c'est en cultivant ces différences et le dialogue que l'on peut construire ensemble une civilisation humaine, je dirais. Et c'est pour ça que je suis tellement attentif à la relation entre la France et la Chine, parce que Paris a été jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale incontestablement la capitale européenne des arts et des artistes, et qu'aujourd'hui, avec la Chine, on a la capacité de renouveler ce message et de renouveler ce pont entre Paris et Pékin, ou la Chine, disons, parce qu'il y a Pékin, il y a Hangzhou, il y a Shanghai, il y a Canton, il y a toutes ces grandes villes qui sont aussi riches culturellement les unes que les autres, et avec des artistes magnifiques et enthousiastes. Et ce qui est très important, Michel, c'est que tous ces artistes sont
des artistes engagés en face de leur œuvre, ça c'est la première des conditions essentielles, mais sont des artistes engagés dans la transmission. Pour les jeunes générations, ils sont soit professeurs aux Beaux-Arts, soit ailleurs. Et ensuite, ils sont engagés dans la vie sociale. La vie sociale avec leurs pairs, c'est-à-dire ils participent des associations locales, des associations régionales, des associations nationales. Ils sont directeurs de musées, ils sont directeurs d'écoles des beaux-arts, ils sont dans la vie sociale et dans la vie sociale vis-à-vis du peuple tout entier. C'est-à-dire qu'ils participent de la diffusion des arts et de l'intérêt que le peuple peut avoir pour les arts. Donc ces trois axes sont conservés en Chine pour les artistes. Et ils n'imaginent pas vivre tout seuls dans leur tour d'ivoire, éloignés du monde, et éloignés de la nécessité de la transmission. Donc ils n'imaginent pas ça. Et d'ailleurs, sans être excessif, c'était la vie des artistes à travers toute l'histoire de l'humanité. Hein. C'est que dans le monde occidental, les artistes se sont claquemurés dans leurs ateliers individuels et n'ont plus, d'une certaine façon, de langage commun. C'est-à-dire qu'ils ne participent plus de ce langage culturel de l'art ou de la peinture. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des individualités qui s'excluent les unes les autres. Et c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que j'espère bien que les artistes en Occident, grâce à ce réensemencement, je dirais, de la société chinoise, retrouver ce langage des arts auquel on peut participer. Ce qui est dommage, et c'est très bien que l'art expérimental existe. Et en Chine, les artistes, après des formations importantes, s'ils ont envie de faire de l'art expérimental, ils le font très bien. Ils savent faire de l'art contemporain. C'est pas, tout le monde peut le faire. Et de monter dans la fabrication de choses, ils savent le faire très bien. Mais ils conservent cette base de formation dont j'ai parlé tout à l'heure. En Occident, on a souvent coupé les racines. Donc les artistes n'ont plus la même relation pratique aux choses. Et je ferai une petite assertion pour te faire comprendre ce que je veux dire, c'est que nous, l'image, elle a été remplacée par la photographie. Or, la photographie, c'est une image monoculaire sur le réel, avec un seul œil. C'est une image plate. Le dessin depuis toujours, c'est d'essayer de... J'étais au Louvre, je voyais les Pisanello et les Cranach récemment. On comprend très très bien que toute cette peinture, ça n'est pas la représentation d'un détourage photographique, qui est un détourage plat, c'est-à-dire une ombre. C'est la transposition, c'est une création, c'est la transposition de la perception de la forme dans l'espace. Et la transposition de la perception de la forme dans l'espace, c'est le dessin, c'est une création. Donc ça, il faut le comprendre, et ça c'est très important. C'est-à-dire que la plupart de la peinture figurative occidentale n'est devenue qu'une pratique de reproduction de photographie. Ce qui est absurde. Ça n'a jamais été ça. Sinon, on ne comprend rien à Cézanne, on ne comprend rien aux cubistes, on ne comprend rien à Poussin, on ne comprend rien à Cranach. On ne comprend rien à tout ce qu'ont fait les Frans Hals et les autres. Hein. C'est-à-dire que la transposition de la forme dans l'espace, comme le disait Cézanne, c'est voyez la nature comme un cube, comme un cône, comme un cylindre. Il n'a jamais dit comme un rectangle, comme un plat ou comme un rond, hein, dans l'espace. Et la sensation du volume, l'association de l'espace, c'est l'essentiel de la transposition plastique. Voilà. Excuse-moi, je suis un petit peu abstrait, un peu pratique, mais c'est pour essayer de te faire comprendre la différence entre le dessin qui est autre chose que la représentation.
Absolument, c'est vrai que c'est un grand sujet. Alors, comme on parle justement de la vie des artistes, et avec cet apport, ce sang neuf qui vient de la Chine, donc c'est le côté un peu Villa Médicis dont tu parles, c'est-à-dire les artistes qui sont dans leur tour d'ivoire et qui créent ce dont ils ont envie, enfin leurs besoins de création très égoïstes. Alors qu'effectivement, l'art, c'est d'abord pour moi de l'émotion, et c'est aussi une rupture, parce que si on passe devant une œuvre d'art qui ne me fait pas d'effet, elle ne sert à rien, l'œuvre, elle a une fonction de remettre en cause, de questionner, de surprendre, et on le voit récemment dans les attentats qui sont faits sur des œuvres d'art qui n'ont rien à voir avec les sujets de société. Quand on met un pot de peinture ou autre chose sur un tableau, on se dit quelle est la relation avec tout ça. La relation, c'est qu'en fait, l'œuvre d'art, elle dérange, et c'est un peu sa fonction. Alors, ce que je veux dire, c'est que à Paris, on a eu pendant longtemps Montmartre, Montparnasse, des artistes qui, au début du siècle précédent, vivaient ensemble, mélangeaient des arts. Il y avait donc des photographes de l'époque, hein, Brassailles, je sais pas, Man Ray, et puis bon, des artistes très connus, hein, Picasso, etc. Bon, les impressionnistes et tout ce petit monde-là, des poètes. Hein, vivaient ensemble, se volaient les femmes, avaient une vie commune dans ce fameux café, la Café Society de l'époque. Et ça a permis effectivement une espèce de maelstrom de création et qui donnait des idées et qui suscitait justement des échanges. Alors comme on a derrière des images de la Tour Eiffel, je dois quand même signaler qu'au-delà du centenaire de Gustave Eiffel il y a quelques années, puisqu'on a reçu Philippe Coupry-Eiffel qui est un des descendants, Eiffel a beaucoup construit en Chine. Ce qu'on ne sait pas trop, il a construit des ponts, des viaducs, des trains. Et c'est un petit peu cette idée-là, c'est que l'art contemporain chinois, c'est aussi un pont, un viaduc, un train qui devrait interférer avec ce qu'on fait nous ici. On a toujours eu en Occident peut-être cette idée qu'on est supérieur aux autres civilisations, ce qui est complètement idiot, et que c'est vrai, on a toujours cherché notre Orient. Vous savez, quand on dit on est désorienté, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où est la boussole. Voilà. Et il y a eu la mode de l'Orient au XVIIe, XVIIIe siècle. Dans les châteaux, il y avait ces singeries, on mangeait du chocolat, buvait du thé, c'est tout à fait nouveau, on mangeait des oranges. Bon, on avait envie de cet Orient qui était très à la mode. Et qui l'est toujours et qui le redevient, parce qu'après être passé chacun entre l'Occident et l'Orient par des problèmes géopolitiques, civilisationnels, tout ce qu'on veut, maintenant on en revient vraiment à un vrai dialogue, puisqu'il y a beaucoup de Chinois qui viennent ici, il y a beaucoup de Français qui vont en Chine, dont tu fais partie. Et donc, la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que justement ces artistes chinois jeunes viennent plus souvent en France, exposent, et que nous, les jeunes artistes français, puissent aussi exposer en Chine de façon à ce qu'on ait une réalité d'un échange face to face, c'est-à-dire qu'on puisse se parler, dialoguer, et non pas simplement, moi quand je vois un tableau chinois avec un petit tampon rouge en bas, je me dis qu'est-ce qu'il a voulu mettre. Bon, alors on m'explique que c'est la signature traditionnelle, mais moi je connais beaucoup de tableaux de Picasso qui ne sont pas signés. Hein, parce qu'il signait que quand il vendait ses tableaux. Voilà. Ou alors derrière. Voilà. Donc il y a toute une problématique. Alors peut-être que la Chine est très, je dirais, très dans un cadre et que bon, il y a des façons de travailler qu'on connaît peut-être pas forcément. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour travailler vraiment et se retrouver ensemble pour avoir un vrai dialogue et qu'on arrive à apprendre les uns des autres? Mais Michel, c'est parfaitement essentiel. Je peux dire un tout petit peu ce que j'ai fait ces dernières années. Il y a une douzaine d'années, j'avais rencontré un artiste chinois et j'avais rencontré ensuite un mécène et j'avais organisé une grande exposition sur les Champs-Élysées pendant la FIAC. Qui s'appelait Chifra. J'étais à l'origine, j'avais eu cette idée et je l'avais réalisée et plusieurs grands amis chinois, artistes, qui sont toujours des amis, avaient exposé là. Je parle de plusieurs, je ne vais pas les citer spécialement, mais ensuite avec un autre ami que j'avais rencontré à Nankin, Louis Liu. Monsieur Liu, Louis Mazzo, qu'on a appelé Mazzo, avait fondé une fondation, avait fait une fondation à Paris qui s'appelait la Fondation Louis Mazzo. Il avait exposé pas mal d'artistes français et chinois et avait contribué à ces échanges. Comme je te l'ai dit, j'ai organisé plusieurs séjours de groupes d'artistes en Chine sur le paysage, à Wenzhou, à Kunming, à Suzhou,
voilà, dans des villes magnifiques et avec des paysages sublimes. On a eu beaucoup d'échanges avec les artistes. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont possibles. La Chine est un pays de gaieté, d'enthousiasme, et qui accepte tous ces possibles. Donc, vous le savez, et tu le sais très bien, les Chinois construisent un hôtel, quand ils rénovent une ville, construisent un hôtel 5 étoiles et en même temps un musée. C'est-à-dire qu'il y a plus de 7000 musées en Chine, des musées plus grands que le centre Pompidou. Ouais. Donc il y a beaucoup de lieux d'exposition. Et les Chinois sont très friands des artistes français. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. On doit rendre l'antenne. Donc, merci beaucoup, mon cher Rémi. On a appris beaucoup de choses et j'espère qu'on a créé des vocations. Merci Michel, merci à Mandarin TV.